Et maintenant, je vais accueillir Jean Stone. Alors, beaucoup le connaissent, je pense, et son curriculum vitae est trop long pour que je le cite entièrement, mais c'est un philosophe des sciences, épistémologue, et il a été un grand soutien de Jacques Benveniste, puis de Luc Montagnier. Donc je lui passe la parole tout de suite pour une intervention qui sera dans les temps. Merci. Merci aux organisateurs pour cette invitation et merci pour la confiance qu'ils m'ont faite. Donc, effectivement, je dirais juste un mot déjà en complément de l'excellent rappel que nous venons d'avoir, c'est que Luc Montagnier a vécu quand même, c'est aussi une des raisons qu'il a eu autant de temps pour attendre pour avoir le prix Nobel, il a vécu une épreuve assez stupéfiante, c'est que les Américains, rappelez-vous, avaient volé son virus. Et ça, bon, je me permets de le rappeler, on ne pouvait pas tout dire en 10 minutes, mais c'est quelque chose aussi qui permet de comprendre pas mal de choses, parce que c'est quand même un traumatisme assez incroyable. Il y a eu des accords internationaux à l'époque entre Ronald Reagan, Jacques Chirac, etc. pour cette affaire. Et puis en fait, les Américains ont dit « Ah, c'est à l'insu de notre plein gré, hein, on l'a pas fait exprès, on croyait que c'était qu'on avait redécouvert indépendamment de lui, mais en fait, non, c'était le virus qu'il a envoyé aux Américains, les Américains l'ont redécouvert, voyez-vous. Bon, voilà, ça c'est un... Bon, maintenant, je vous parlerai relativement peu, d'abord parce qu'on vient d'entendre parler de Luc Montagnier et de Jacques Benveniste, parce qu'après moi, il y a mon ami Jamal Aïssa qui va parler, qui est le témoin essentiel, puisque c'était lui l'expérimentaliste, expérimenteur principal de Jacques Benveniste et de Luc Montagnier sur toute cette question. Donc, il en parlera évidemment mieux que moi. Je dirais simplement que j'ai eu la chance d'être très tôt témoin de cela, puisque dès que l'article de Nature en 1988, j'étais jeune, est paru, je me suis précipité chez Jacques Benveniste, qui m'a reçu, j'étais jeune et totalement inconnu à l'époque, et je lui ai dit, émerveillé, vous avez ouvert une porte. Et comme il avait beaucoup d'humour, il m'a répondu oui, mais on me l'a claqué sur les doigts, hein. Et effectivement, je l'ai connu dirigeant l'unité INSERM U200 avec un bâtiment de plusieurs étages magnifique. Et comme vous le savez tous, il a fini sa carrière dans un préfabriqué sur le parking avec Jamal et une ou deux autres personnes, et c'est tout, sur le parking de ce qui était son ancienne unité qu'il dirigeait. Vous voyez, c'est quand on veut humilier les gens, c'est assez violent. Et évidemment, Luc Montagnier a connu les mêmes épreuves à la fin de sa vie, et vous le savez tous. Donc ça, c'est la première chose, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est toutes ces expériences dont j'ai été le témoin. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Eh bien, moi, je suis absolument évidemment certain que le phénomène existe, je ne suis pas le seul, mais c'est un phénomène qui est fragile. Et Jamal ne va pas me contredire, puisque justement, moi, j'ai vu l'expérience, on trouvait 3 tubes sur 4, mais on ne trouvait pas le 4e, et parfois il y avait des faux positifs, etc. Et le problème, le titre que je vais donner à mon intervention, c'est « Où trouver des jardiniers pour les idées nouvelles ?» Parce que Saint-Exupéry, à la fin de Terre des Hommes, dit « Quand une fleur nouvelle, une rose nouvelle naît par mutation, tous les jardiniers s'émeuvent, on isole la rose, on cultive la rose, on la favorise, mais il n'y a point de jardinier pour les hommes. » Et je dirais la même chose, il n'y a point de jardinier pour les idées nouvelles. On dit parfois, les scientifiques classiques disent, si vous avez une prétention extraordinaire, comme prétendre qu'il y a de la mémoire de l'eau, eh bien vous devez avoir des preuves extraordinairement solides. Et Jacques Benveniste disait, non, mais c'est stupide ça, parce que si vous avez un phénomène qui est très fragile, qui est très nouveau, qui est très difficile à vérifier, si on vous demande des preuves extrêmement solides, eh bien vous aurez jamais la démonstration du truc. Ça restera dans l'ombre pendant très longtemps, voyez-vous. Donc la notion de jardinier pour les idées nouvelles me paraît extrêmement importante. Je prendrai un parallèle intéressant. Vous allez dire que c'est très différent, mais pendant 300 ans, au Moyen-Âge, on disait il y avait des phénomènes miraculeux, donc on parlait de pierres qui tombaient du ciel. Et puis pendant 300 ans, quand on a fait de la science sérieuse, qu'on a eu des académies des sciences, on a interdit les récits de pierres tombées du ciel. Attendez, tout le monde sait qu'il n'y a pas de pierre dans le ciel et que c'est complètement idiot de dire que les pierres peuvent tomber du ciel. C'est des légendes pré-scientifiques. Et il a fallu qu'un scientifique de l'Académie des sciences à Aigle, dans l'Orne, voit une pluie de météorites tomber à côté de ses pieds pour qu'on accepte effectivement, après 3 siècles, qu'il y avait des météorites. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis qu'on aurait pu le deviner depuis longtemps, parce que les gens avaient vu que les pierres qui tombaient du ciel, qui étaient prétendues tomber du ciel, étaient très différentes de toutes les pierres de l'environnement. Donc il y avait, c'est la même chose pour ces phénomènes de mémoire de l'eau, c'est la même chose pour tous ces phénomènes-là. C'est des phénomènes fragiles sur lesquels il faudrait effectivement qu'ils soient cultivés par des jardiniers. Alors, le point important, à mon avis, et c'est ça que je veux souligner, ce que Jacques Benveniste et Luc Montagnier nous ont laissé, c'est la nécessité
d'une nouvelle biologie qui se rapproche de la physique. Ils ne sont pas les seuls à avoir dit. Carl Vosé, qui a découvert, il n'est pas prix Nobel, mais presque, il a découvert les archébactéries. C'est pas tous les jours qu'on découvre un nouveau règne d'êtres vivants entre les bactéries et les eucaryotes. Bon, eh bien Vosé disait à la fin de sa vie, voilà, la biologie moléculaire a donné tout ce qu'elle a. Le verre de la biologie moléculaire est vide et il faut se tourner vers une interaction avec la physique. Et c'est évidemment cela, je pense, la principale leçon de toutes ces recherches, c'est qu'il y a quelque chose à voir avec la physique. Car moi, quand je me suis précipité tout jeune chez Jacques Benveniste, je voulais lui parler de la non-séparabilité quantique. La non-séparabilité quantique, les particules intriquées, vous savez, qui restent unies au-delà de l'espace et du temps, eh bien, ça me paraissait une explication possible. Et en fait, vous avez sans doute entendu parler, le 4 octobre de l'année dernière, eh bien, Alain Aspect, un des élèves de mon maître Bernard d'Espagna, a eu, après 40 ans, le prix Nobel de physique pour l'expérience dite d'Alain Aspect d'intrication quantique. Mais en fait, c'est pas la meilleure piste. J'ai découvert à ce moment-là des physiciens Preparata et Del Giudice qui avaient publié un article complètement indépendamment des travaux de Jacques Benveniste sur les questions effectivement de l'eau comme un dipôle laser à électrons libres. En gros, pour faire simple, c'est que les molécules d'eau, dans certaines situations, peuvent s'orienter, vous voyez, comme la supraconductivité, un peu comme des enfants dans une cour de récréation. Les enfants partent dans tous les sens, et puis au moment où on siffle, hop, ils se mettent en randonnion, vous voyez. Et donc les molécules d'eau pouvaient se mettre en randonnion, je vulgarise évidemment, pouvaient se mettre en randonnion comme ça, et c'était une piste très intéressante. Dans les années 92, on a fait, avec le soutien de Martin Bouygues déjà, et oui, on a fait une réunion dans un château dans le Val-de-Loire, que j'avais contribué à co-organiser avec les physiciens, Jacques Benveniste, d'autres personnes, etc., qui étaient très intéressantes. On a fait des recherches avec un soutien des laboratoires Boiron, sur des hautes dilutions avec des lasers extrêmement sophistiqués. Et on avait trouvé des choses, et les physiciens étaient bien embêtés, parce que bon, c'était des physiciens qui faisaient cette expérience. C'était curieusement dans un laboratoire à côté du laboratoire où la fameuse expérience de non-séparabilité avait été faite. Et ils m'ont dit, je l'ai encore dans les oreilles, nous avons mis un bémol à la diffusion de cette expérience dans le grand public, il paraît de la non-séparabilité quantique, pas d'expérience sur la mémoire de l'eau, parce qu'on avait peur que ça incite les gens à croire à des choses comme la télépathie. Et c'est intéressant parce qu'en général, dès que vous faites une expérience, vous la médiatisez, vous voulez avoir des financements pour la recherche, et là, ils avaient mis un bémol, vous voyez, c'est intéressant. Enfin, donc tout ça pour dire qu'il y a évidemment déjà, à l'époque, des questions de censure et des questions de résistance intellectuelle. Et cela nous amène donc à cette idée d'une biologie qui ne peut progresser qu'en allant vers des interactions beaucoup plus subtiles et vers la physique. Regardez, nous n'avons pas d'antivirus sur cette planète. Ne me dites pas qu'il y a des antivirus comme ceux qui ont été vendus pour des milliards et qui servent à rien. Il n'y a pas d'antivirus sur cette planète. En 2100, on va se moquer de nous en disant les gens de 2023, ils pensaient qu'ils étaient très avancés en temps de médecine, mais ils ne savaient pas soigner l'Alzheimer, ils ne savaient même pas, ils comprenaient à peine ce que c'était. Il y avait encore plein de gens qui mouraient comme des mouches du cancer, et en plus, ils n'avaient même pas d'antivirus, vous imaginez. C'est comme si un monde... C'est ça qu'on dira de nous, vous voyez. Donc évidemment que la médecine fait des progrès, et a fait des progrès extraordinaires, mais il y a un décalage. Ça, c'est très intéressant de réaliser. Il y a un décalage de 1 siècle, depuis 500 ans, qui se perpétue entre les progrès en physique, astrophysique, mathématiques et les progrès en biologie et en neurosciences. On a 1 siècle de retard. Et c'est normal, parce que les sciences du vivant, c'est beaucoup plus complexe, voyez-vous, beaucoup plus complexe, évidemment, que les sciences de la matière. Donc, à l'époque de Newton, Louis XIV a perdu sa femme parce qu'elle avait simplement un truc qui suppurait, là, un abcès, et que les médecins de l'époque n'ont pas compris qu'il fallait juste percer l'abcès. Ils l'auraient sauvé. Au lieu de ça, ils l'ont fait saigner. Parce qu'ils pensaient qu'en la faisant saigner, à l'époque, c'était en théorie, la maladie sortait, vous voyez. Donc, l'homme le plus puissant du monde, il n'y avait même pas des médecins capables de comprendre ça. Au même moment, Newton était capable de vous dire, dans 99 ans, cette comète va revenir. Eh bien, ce décalage existe aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, le grand chantier, c'est vraiment le chantier de la vie, et les chantiers de la conscience. Et c'est là où on a besoin d'idées nouvelles. Mais, le point important, je me serais arrêté ici si on était avant le Covid. Le point important, c'est que toute cette affaire remonte à 2009, quand il y a eu la grippe H1N1. Et là,
Là, j'ai un scoop que certains d'entre vous ne connaissent sans doute pas, même si je l'ai publié comme par hasard dans mon livre qui a été le moins diffusé. Je dis pas censuré, mais bon, la science en otage. Eh bien, en 2009, le 24 avril, l'OMS lance officiellement l'alerte pour le nouveau virus de la grippe H1N1. Le 24 avril. Le 11 juin, la directrice de l'OMS annonce officiellement qu'on a atteint le niveau maximal, niveau 6 de pandémie mondiale. Tiens. Sauf qu'ils n'auraient jamais pu déclarer le niveau 6, l'OMS. Si au mois de mai, entre le 24 avril et le 11 juin, ils n'avaient pas changé la définition d'une pandémie. La définition d'une pandémie, c'était il faut un nombre anormal de morts. Et il n'y avait pas un nombre anormal de morts. Et donc, ils ont changé la définition. Qui a changé? Ah, c'est un comité secret. Oui, je vous jure, on n'a pas les noms. Ah, est-ce qu'on peut avoir au moins les conflits d'intérêts de ces gens-là sans avoir les noms? Non, on n'a pas. Bon. Et dès qu'il y a la pandémie niveau 6, commande immédiatement les laboratoires pharmaceutiques. On commande en France 1 milliard d'euros de vaccins. Et puis, on se rend compte pendant l'été que la maladie grippe H1N1 tue beaucoup moins que la grippe classique dans l'hémisphère sud, où il y a la grippe, évidemment, avant nous. Et au lieu de ça, on fait une campagne de vaccination massive il fallait bien servir les vaccins. On les avait en stock, on en avait pour 1 milliard d'euros quand même. Hein. Et curieusement, le Figaro, très benoîtement, a publié, c'était le 25 septembre 2009, je l'ai noté, j'ai l'article, les vaccins, nouvel Eldorado des laboratoires pharmaceutiques, les grands labos misent sur les vaccins pour compenser la chute brutale qui attend leur chiffre d'affaires d'ici à 2013, quand toute une série de médicaments deviendront génériques et donc ne leur rapporteront beaucoup moins, voyez-vous. Ça, c'était en 25 septembre 2009, d'accord? Et puis en 2010, en janvier 2010, on regrette de ne pas être en 2010, parce que regardez ce qui se passait en 2010. Il y avait des gens courageux, le Conseil de l'Europe, c'est pas rien quand même, hein? Le Conseil de l'Europe dit « L'Assemblée fait état d'un grave manque de transparence sur les prises de décisions liées à la pandémie, qui soulève des préoccupations concernant l'influence que l'industrie pharmaceutique a pu exercer sur certaines décisions parmi les plus importantes concernant la pandémie. » Incroyable, non? 2010. Hein, le Conseil de l'Europe, l'influence que l'industrie pharmaceutique a pu exercer sur certaines décisions parmi les plus importantes concernant la pandémie. L'Assemblée du Conseil de l'Europe craint que ce manque de transparence et de responsabilité ne fasse chuter la confiance accordée au Conseil des grands organismes de santé publique. Et tenez-vous bien, vous allez tomber par terre si vous n'étiez pas assis. Cela pourrait se révéler désastreux en cas d'une nouvelle maladie de nature pandémique qui pourrait être beaucoup plus grave que la grippe H1N1. Eh bien voilà, c'était en 2010, et tenez-vous bien, Le Monde a publié quelques temps après, ils étaient quand même là aussi, ils étaient un peu plus culottés qu'aujourd'hui. La grippe A fait une nouvelle victime, l'OMS, tout simplement. C'était dans Le Monde du 6 juin 2010, pas mal, non? Eh bien voilà, le problème, tout était déjà là. Et alors le problème, on l'a oublié aussi, c'est qu'il n'y avait pas seulement ça. On voit tous les conflits d'intérêts, tout le problème que vous avez connu, sur lequel c'est pas la peine de revenir. Mais tout le monde a oublié Jeanne Burgermeister. Et Jeanne Burgermeister, c'était une journaliste qui avait publié en pigiste dans Nature, donc elle avait une certaine crédibilité. Elle a fait des grandes vidéos, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi forts qu'aujourd'hui, mais reliés par des milliers de personnes, aujourd'hui ce serait des centaines de milliers ou des millions, pour expliquer que le vaccin contre la grippe H1N1 était un complot mondial de l'OMS pour tuer 1/3 de la population mondiale. Elle a expliqué ça, elle a même porté plainte contre l'OMS pour génocide, tenez-vous bien. Et elle a fait ses discours partout, et bien sûr, tout s'est passé à la trappe, et aujourd'hui elle est ridiculisée depuis longtemps, et tout le monde l'a oublié. Le problème, c'est que des gens comme ça, ils renforcent le système. Plus vous dites de bêtises, plus vous dites de choses fausses face à un système qui, pour des raisons X ou Y, entre autres des conflits d'intérêts, désinforme, plus vous renforcez le système. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, nous avons tous une responsabilité, je pense, morale importante, c'est que des Jeanne Burgermeister, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 100, il y en a des milliers. Et parmi, il y a des gens qui peuvent sembler très respectables. Regardez le docteur Zelenko, qui a qui a donné un traitement contre la Covid-19. Il a dit avant de mourir, il est mort d'un cancer. Il n'était pas vacciné, de toute façon, il ne serait pas mort du vaccin. Il a dit dans un vidéo que le vaccin allait tuer 2 milliards de personnes. Bon, quand vous dites ça, évidemment, vous renforcez le système. Mais ce n'est pas seulement ça. J'ai vu des médecins, et même une biologiste connue, écrire bon, alors la Covid-19, c'est beaucoup moins dangereux qu'on ne l'imagine, c'est beaucoup moins grave qu'on l'imagine. Ok, d'accord, on peut penser ça. Et puis les tests, ils sont suspects. Les tests, il y a 90% de faux positifs. Attendez, réfléchissez une seconde. S'il y a 90% de faux positifs, ça veut dire que la maladie tue 10 fois plus de gens. Mais oui,
Parce que si en fait 9 malades sur 10 sont des faux, eh ben, il y a beaucoup moins de malades du Covid. Et donc, au lieu de tuer 2% des gens, comme au début, c'était le chiffre qu'on avait absolument partout dans tous les pays, eh ben, ça tue 20% des gens. Une maladie qui tue 20% des gens serait une maladie monstrueuse. Donc vous voyez, c'est des gens qui ne savent même pas faire enfin, ils ont oublié où ils sont, c'est l'idéologie, une division. C'est incroyable. Vous avez plein de cas de ce genre-là. Vous avez des gens qui ont pointé, ah là, regardez, on commence à vacciner, et dès qu'on commence à vacciner, la courbe des morts augmente. Ouais, d'accord, mais il y a un petit problème. Il faut 1 mois pour mourir de la Covid-19 entre le jour où vous chopez le virus, le jour où vous incubez, les 7 jours pendant lesquels ça s'aggrave, le 8e jour qui est crucial, le coma dans lequel vous tombez et vous mourrez. Il faut 1 mois. Les courbes n'étaient pas décalées d'1 mois. Oui, il y a plein de choses comme ça. Et quand vous dites ce genre de choses, évidemment, je ne parle que des scientifiques. Hein. Je ne parle pas des fake news qui arrivent sur Internet où on fait dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais dit, où on vous présente une note interne d'un hôpital français qui n'a jamais existé. Enfin, bon, pour un épistémologue, c'est vraiment décourageant de voir tout ça. Mais le point qui est très important, lequel je veux souligner, c'est qu'on renforce le système en faisant des critiques qui sont fausses ou qui ne sont pas rigoureuses. Et le système désinforme sur un tout petit nombre de faits. Vous les connaissez comme moi, hein, on ne va pas les reprendre, mais par exemple, l'histoire de la transmission, c'est scandaleux. Quand vous avez le 16 janvier 2022, vous avez eu 501 000 nouveaux malades en France, dans une population vaccinée à 80%. C'est même pas la peine de faire des stats. J'ai fait 2 UV de stats dans mes diplômes, mais bon, de faire des stats pour savoir que ça protège pas de la transmission. Si vous avez 500 000 nouveaux malades dans une population vaccinée à 80%, oui, non. Donc il y a un petit nombre de désinformations, mais malheureusement, dans notre côté, je me mets dans notre camp, même si j'essaie d'être neutre sur certains sujets, eh bien, il y a beaucoup plus de désinformations. Je vais vous choquer, parce qu'il y a des milliers de gens qui ont leur petite désinformation à eux et qui arrivent. Donc, ce qu'il faut, c'est pas seulement des jardiniers pour les idées nouvelles, c'est des jardiniers pour la vérité. Et là, il y a un vrai travail à faire, parce que malheureusement, nous avons face à nous, effectivement, des informations qui ne sont pas d'aujourd'hui. Je vous l'ai démontré, hein, ça date de 2010. Et en 2010, il y avait des gens, 2009-2010, qui réagissaient dans les grands médias, Conseil de l'Europe, le British Medical Journal, qui a été bien sur la Covid d'ailleurs, Le Monde, etc. Bon, mais aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est ça. Où trouver des jardiniers pour la vérité. Comment savoir, j'ai été un des premiers en France à écrire dans un média qui s'appelle La Sélection du Jour, qui est un média internet lu par 500 000 personnes. Je suis un des premiers à avoir défendu, par exemple, en disant, mais enfin, franchement, on a le docteur Raoult, on a un protocole, on devrait l'essayer, etc. Je suis l'un des premiers à avoir écrit là-dessus. Et il se trouve que cet article a été transmis, tenez-vous bien, à Emmanuel Macron par les frères Bogdanov, oui, qui étaient électeurs. Et les frères Bogdanov, qui sont morts de la Covid-19 d'ailleurs, non vaccinés, les frères Bogdanov, ils sont morts. Mais ils m'ont montré le SMS de Macron à 2h58 parce qu'il travaille très tard. Macron a écrit « Je m'en occupe ». Donc, c'est pas mon mérite personnel, mais enfin, j'ai un peu contribué quand même au fait que Didier Raoult soit ensuite dans le conseil scientifique, dont il a démissionné. Notez bien que ça, c'était aussi une information. Il faut pas laisser la place vide. Faut pas laisser la place vide parce que lui, il avait 9 collègues contre lui. Il a dit moi, je vais faire de la recherche, je veux soigner les gens, je m'en vais. Non, faut jamais laisser la place vide, mais peu importe. En tout cas, vous savez tout ce qui est arrivé par la suite, malheureusement, etc. Mais moi-même, vous me demandez aujourd'hui si l'hydroxychloroquine et la vermectine soignent, je vous dirais, je ne peux pas le savoir. Pourquoi ? J'ai pas confiance dans ce que disent. Si quelqu'un me dit ça ne soigne pas. Regardez l'histoire de The Lancet, c'est un scandale inouï. C'est comme le Nord Stream 2, là. On dit, ah oui, maintenant il y a un Américain qui dit que c'est les Américains qui l'ont fait, mais on dit c'est un complotisme. Nord Stream, on n'enquête pas là-dessus. Eh ben, on n'enquête pas sur le scandale de The Lancet. Il y a eu un papier totalement faux, où il y avait des milliers de données trafiquées, c'est compliqué de faire des milliers de données trafiquées, qui disaient que l'hydroxychloroquine était dangereuse. Du coup, Olivier Véran arrête immédiatement, interdit la prescription, et quand on a vu que c'était totalement faux, que toutes les données étaient inventées, on n'a jamais enquêté sur qui était à l'origine de ça, eh ben, on n'a pas rétabli la possibilité de prédire l'hydroxychloroquine, quand même pas mal. Et on l'a interdit sur un truc qui était une escroquerie totale dans la plus grande revue scientifique du monde, et c'est admis par The Lancet. Ok. Mais d'un autre côté, vous avez des gens qui ont publié des articles disant que l'hydroxychloroquine fonctionne pour le traitement. Ils ont publié ça dans des revues qu'on appelle revues poubelles. Je sais identifier ce qu'est une mauvaise revue. Certaines personnes sont du côté, évidemment, de pro-système, s'en sont bien saisies pour s'en moquer. Ils ont publié dans la même revue où il y avait un papier disant que l'hydroxychloroquine soignait très bien, un article sur l'hydroxychloroquine permet de diminuer le nombre d'accidents de trottinette.
je ne plaisante pas, signé par le chien du président de la République, Nemo, palais de l'Élysée, avec comme co-signataire Unknown University, monsieur inconnu à l'université Unknown, vous voyez, et l'article est passé dans la même revue. Et il a été publié. Ça veut dire que les gens ne lisent même pas dans les revues poubelles ces articles-là, vous comprenez? Donc si vous me demandez est-ce que l'hydroxychloroquine soigne, je ne peux pas le savoir parce que vous me dites, ah oui, il y a 50 études qui le montrent. Ah oui, d'accord, mais 50 fois 0, ça fait 0. Donc c'est ça le drame. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette situation et il faut bien être conscient, et je terminerai là-dessus, que nous avons besoin, évidemment, de jardiniers pour la vérité, et je pense que c'est la meilleure chose que nous pouvons essayer de faire, de trouver des procédures, pourquoi pas bipartisanes, vous savez, comme on fait dans les conseils des prud'hommes, 50% d'employeurs, 50% de salariés, pour essayer de se mettre autour de la table entre gens qui ne se parlent pas plus, hein, c'est aussi une très mauvaise chose, pour essayer d'établir quelles sont les vérités essentielles dans ce domaine pour demain, et surtout pour progresser vers cette nouvelle biologie dont Luc Montagnier et Jacques Benveniste ont été les pionniers, dont nous ont montré en tout cas la direction dans laquelle il fallait aller. Je vous remercie.